Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici après, comme l'a dit notre président, après 2 années très difficiles. Et avant d'aller un peu plus dans les détails, j'aimerais quand même faire un premier survol, un peu comme ici, on voit sur la photo sur cette année. Pour ceux qui se souviennent encore, on a commencé l'année avec une prévision très peu réluisante, parce qu'on était en train de sortir du Omicron. On était très basse, il y avait beaucoup de restrictions autour de nous, par exemple l'interdiction pour les citoyens ou les gens venant du Royaume-Uni d'entrer en France, qui nous a laissé assez songeurs. Et finalement, ceci s'est clarifié très vite la deuxième moitié de janvier et nous a amené une augmentation de passagers très fulgurant en laps de 4 à 8 semaines, où on est passé de moins de 40% des passagers de 2019 à plus de 80%. Et comme l'a dit notre président, on a su gérer ça avec quelques petits accros, mais en général très bien. Et en été et automne, on a pu éviter toutes les déboires qu'ont dû vivre les autres aéroports, à part les valises qui revenaient d'autres aéroports qui n'étaient pas traitées, qu'on a dû traiter après coup en retard. Voilà, alors c'était, je dirais, opérationnellement une année très bien, et c'était aussi grâce à la bonne préparation du côté Genève Aéroport, mais de tous les partenaires qui ont autant que possible évité de passer par des licenciements massifs, qui a aussi assuré qu'on disposait du personnel au bon moment. Ceci est naturellement un coût, parce que, en tout cas, Genève Aéroport a augmenté sa dette aussi pour maintenir son personnel. Mais vous allez voir, les bons résultats de cette année nous permettent déjà d'entamer la réduction de notre dette, qui reste un des objectifs très importants, à part aussi de tous les développements futurs. Alors voilà un peu, je vais vous donner maintenant quelques détails plus précis sur l'année 2022. Et peut-être première alerte, le chiffre qu'on mentionne maintenant pour le bénéfice. Vous savez, on est un établissement public autonome. Et de ce fait-là, nous ne payons pas d'impôts, mais nous donnons normalement 50% de notre bénéfice à l'État. Et dans les années avant cette année-là, on a toujours montré le bénéfice avant rétrocession de cette part du bénéfice. Nous avons pris la décision aussi pour une manière de transparence, parce que finalement, cette rétrocession est pour nous un peu comme des impôts. Dès 2022, de vous montrer le résultat après rétrocession. Ce qui veut dire les 46,3 millions de bénéfices, que je vais y revenir, représentent, c'est déjà après qu'on a déduit la rétrocession qu'on donne à l'État. Et là, j'aimerais aussi remercier le canton qui a été d'accord, vu qu'on est dans une reprise, de réduire cette rétrocession de 50% à 25%. Alors en finalité, ça c'est maintenant vraiment le résultat net qu'on a fait pour cette année. Sur les autres points, je vais revenir, mais en général, on est vraiment partout en train de montrer, et on verra même qu'on a pu atteindre des niveaux de rentabilité pour plusieurs raisons, et de EBITDA comparable à 2019, la dernière année avant la crise. Alors, je pense, si je fais un peu en style télégramme, l'année 2022 en chiffres, ben, c'est d'abord un retour aux chiffres noirs. Hein. Je vous rappelle quand même, en 2020, nous avons une perte de 129,5 millions. En 2021, nous avons une perte de 88,9 millions. Et ceci malgré quand même des coupes de coûts très importants. 25% et encore une fois 15%, 25% en 2020 et 15% en 2021, plus aussi une réduction des investissements. Ceci est naturellement essentiellement dû à, numéro 1, la montée du trafic. Hein. En 2021, on était à 5,9 millions de trafic, là on est maintenant à 14,1, mais aussi à la mise en œuvre entière de la nouvelle accord sur les redevances aéroportuaires, qui tient aussi compte de la mise en œuvre de l'ELES, qui nous apporte quand même des charges d'amortissement supplémentaires. Ceci nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires de 423 millions, qui est quand même plus tellement loin d'où on était avant la crise, où on était plutôt autour de 490 millions, et avec un bénéfice que j'ai dit après rétrocession de 46,3 millions, ce qui représente quand même le chiffre d'affaires, il a pratiquement doublé depuis l'année passée. Et ceci dans une situation où on n'a quand même pas encore atteint le plein de passagers de 2019. Ceci nous a permis de libérer 88 millions pour réduire la dette, ce qui est aussi un point très important, parce que
nous avons comme objectif de retrouver le niveau de dette mesuré en dette sur EBITDA en 2028. Ceci aussi pour rendre de nouveau l'aéroport plus stable et plus comment dire, fort pour une nouvelle crise dans ce monde où on voit quand même qu'une crise suit l'autre. Si je vais un peu plus dans les chiffres, peut-être autre point important, l'EBITDA, c'est-à-dire tout ce qui est avant rétrocession et amortissement, est de 158 millions, c'est légèrement plus que déjà en 2019. Le résultat net que je vous ai déjà donné, et on a pu réduire notre dette nette, c'est-à-dire emprunt et haute dette, non courant et courant, diminuer des disponibilités et des placements à court terme. On est passé de 772,7 millions en 2021 à 684,7 millions cette année, qui nous donne justement cette réduction de dette. On voit aussi bien que cette année, on est avec un EBITDA sur chiffre d'affaires de 37,4, c'est plus élevé qu'en 2019. Comme j'ai dit, partiellement c'est dû au fait qu'on a pu augmenter nos redevances aéroportuaires, mais aussi parce que durant cette crise, avec ces réductions de coûts, nous avons pu amener un niveau d'efficacité plus élevé qu'on a pu maintenir, malgré qu'on a quand même suivi l'évolution du trafic. Et comme j'ai dit, notre dette nette sur EBITDA est en ce moment à 4,32, le facteur 4,32. Et pour les années avant, on ne peut pas donner ce chiffre parce qu'il serait négatif comme le EBITDA était négatif. Comment ça se compose? Alors, vous voyez que comparé aussi, c'est peut-être important de voir, comparé avec 2021, on est, ou plutôt avec 2019, les redevances ou les produits aéronautiques ont augmenté de 5%. Ceci est dû, comme j'ai dit, à l'augmentation de redevances aéroportuaires et qui finalement donne une certaine évolution, comment dire, mécanique. Et après, on peut quand même aussi dire sur les redevances non aéroportuaires qui sont essentiellement liées au parking commercial, restaurant et quelques autres redevances, on voit quand même qu'on a pu rester assez stable dans le ratio de ces revenus par rapport aux augmentations des passagers. Ceci est essentiellement dû au fait qu'on a passé une partie de la crise avec un taux plus élevé et qui s'est maintenant normalisé de nouveau à un niveau comparable à 2019. Et sinon, on va voir maintenant que sur les années à venir, comme on va essayer de rester en dessous de 60% avec les produits aéronautiques parce qu'il est important pour notre équilibre financier d'avoir quand même une contribution assez importante du côté commercial. Mais en tout cas, on a pu voir qu'en général, tous les revenus ont suivi l'évolution des passagers, qui est un très bon signe. On n'a pas vu un impact négatif de l'inflation, en tout cas pas sur ce niveau-là, ni aussi de l'augmentation des prix des billets d'avion dû à un certain manque d'offres. Alors, comme je l'ai déjà dit, on a vécu une forte reprise. On a passé, comme j'ai dit, dans les mois de février, mars, avril, à 80%. On a atteint des niveaux dépassant même des niveaux de 2019 qui nous a permis d'atteindre 14 millions de passagers, plus exactement 14,1 millions de passagers, qui est quand même une augmentation de 137% comparé avec 2021 où on avait 5,9%. Et ceci nous articule à peu près à moins 21% de 2019. D'ailleurs, juste pour donner un peu une vision vers l'avant, nous estimons qu'en 2023, nous atteignons à peu près 90% du trafic de 2019 ou moins 10%, et nous estimons que nous devrons être capables d'atteindre le niveau de 2019 dans 2025. Nous avons eu 146 destinations, et je vais en venir un peu où on en est aujourd'hui avec ça, et on a eu 70 000 tonnes de fret, ou 70 566 000 tonnes de fret, ce qui est une augmentation de 18% comparé avec
2021, et ceci représente un décote ou un moins 17% comparé avec 2019. On voit bien que le fret reste un domaine, et ça c'était d'ailleurs durant la crise très important, et comme je vais expliquer plus tard, comme on a retrouvé pratiquement la totalité de nos vols intercontinentaux, on a aussi de nouveaux offres, comme nous n'avons pas des vols proprement cargo, avec ces nouvelles vols intercontinentaux avec des avions wide body, ben, on dispose de nouveau de la capacité pour transporter ce fret, qui est aussi un bon soutien pour l'économie de la région. Si on regarde un peu plus précisément les chiffres, on voit bien que la plus grosse évolution se fait dans le trafic de ligne. L'évolution de trafic charter qui est essentiellement durant les saisons vacancières, alors en très grande partie durant la saison d'hiver et un peu sur la saison d'été, elle a progressé beaucoup moins entre... elle a progressé pas mal, mais reste quand même assez limitée. On voit aussi qu'on a encore une progression pour tout le trafic d'aviation d'affaires, mais c'est gentiment en train d'estomper vu que les créneaux sont de moins en moins disponibles avec la reprise presque totale du trafic des commerces de ligne. Quand on regarde les trafics, on est... alors autant les passagers, on est à moins 21% comparé avec 2019. Le trafic, les mouvements, c'est plutôt à moins 12%. On n'est encore pas tout à fait aussi optimisé comme on était devant 2019. On a eu beaucoup de compagnies qui ont annoncé des chiffres d'occupation des avions en dessous de 90%. On est déjà dans des chiffres d'occupation très intéressants, au-delà de 80%, mais on n'a encore pas atteint le niveau de 2019. Et vous allez aussi le voir, on est encore assez frappé par des retards non négligeables dus aux problèmes dans des autres plateformes aéroportuaires, mais aussi des aiguilleurs du ciel et un certain nombre de mouvements de grève qui se sont faits, qui fait qu'on n'est encore pas aussi au niveau des retards, au même niveau qu'en 2019, même si en nombre exact on est en dessous, comme on a eu moins de vols. Si on regarde historiquement l'évolution des passagers et l'évolution des mouvements, alors justement, vous voyez, on a eu on est en train de remonter cette vallée très profonde de la crise, et on s'approche de nouveau des chiffres de 2019. Par contre, on peut aussi voir qu'on reste toujours dans le même cadre avec les mouvements, c'est-à-dire depuis à peu près 2015, on est pratiquement stable avec les mouvements. Même on a vu en 17, 18, 19 une réduction des mouvements, et clairement dans nos prévisions, comme l'a dit notre président, on va aller vers une continuation de la stabilisation des mouvements et une légère augmentation des passagers, mais vraiment nettement plus loin des augmentations qu'on a pu avant. Et quand on se rappelle que tous les émissions ou les impacts sur l'environnement, soit-ils des émissions CO2 ou le bruit, sont liés au mouvement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet de continuer de contenir et travailler sur notre objectif de réduire le bruit en 2030 à un niveau de 2000 si on prend la base des personnes touchées. Autre point important, c'est quelque chose qui est très important pour nous et où on est vraiment aussi en avance, c'est finalement l'évolution du nombre de passagers par mouvement. Vous vous souvenez, on a atteint le plus haut en 2019 avec 124 passagers par mouvement. On est baissé de pratiquement 15% pour les années 2020 et 2021. Et en 2022, même si on n'a encore pas atteint le niveau de trafic de 2019, et surtout l'optimisation, parce qu'on a quand même à peu près 10% plus de mouvements comparé avec l'augmentation des passagers, ben, on se rapproche quand même de nouveau beaucoup de ce niveau atteint en 2019 de 124 avec 122, ce qui est un bon signe et qu'on est vraiment en train de retourner dans cette comment dire, organisation très efficace de mouvements avec beaucoup de passagers qu'on a eu l'habitude d'avoir à Genève Aéroport, qui est d'un côté intéressant ou important pour les compagnies aériennes parce que ça donne une bonne rentabilité, et c'est très bon parce que ça permet d'accommoder une croissance comme on la prévoit, de l'accommoder sans avoir une augmentation de mouvement
sur les années à venir. Maintenant, l'autre point très important et où je dois quand même dire que je suis très fier de ce résultat, c'est nous sommes très comment dire, attentifs sur l'évolution du type d'avion qu'on vole. La meilleure type d'avion, c'est ce qu'on appelle classe 5, c'est une classification faite par l'Office fédéral d'aviation civile. C'est des avions qui en moyenne réduisent de 40% le bruit comparé avec les autres avions et de la classe avant et de 20% la consommation kérosène qui est plus ou moins équivalent aux 20% moins d'émissions CO2. Et cette année, nous avons atteint 25% de nos mouvements de lignes charter qui sont effectués par ce type d'avion de classe 5. Vraiment, c'est un résultat très impressionnant. Ça veut dire un quart de nos mouvements sont faits par ce type d'avion. Et surtout, c'est aussi un résultat d'une politique très volontariste de Genève Aéroport, parce que dans la dernière négociation des redevances aéroportières, nous avons introduit un système d'incitation financière qui finalement donne aux compagnies aériennes à la fin de l'année un retour financier s'ils volent avec ce type d'avion, mais aussi s'ils continuent d'avoir une occupation très élevée de leur avion. Et ça représente quand même la modique somme en globalité pour toutes les compagnies aériennes de plus que 3 millions. Et on voit bien que ça incite les compagnies d'amener leur avion parce qu'on est finalement l'aéroport qui offre les meilleures conditions pour ça. Alors vous voyez bien, on est bien dans cette lignée qu'on a aussi mis dans le PSIA pour justement continuer de réduire le bruit. Et je dois dire, c'est très bien à voir, même en sortant de la crise, même en problème de Airbus de fournir ce type d'avion. Parce que la classe 5, juste pour vous donner quelques exemples, c'est soit le A220, ancien bombardier, qui est volé par Suisse, le A320 ou 21 Neo, volé par EasyJet, mais plein d'autres compagnies aussi. Et on a aussi de ce type d'avion dans l'avion intercontinental. Vous avez le A350, le B787 ou Dreamliner, mais aussi le A330 Neo, qui d'ailleurs reviendra l'hiver prochain pour voler avec Air Mauritius. Voilà, alors là aussi un très bon résultat qui montre aussi que notre volonté de maintenir les investissements et les développements pour justement réduire notre impact environnemental qu'on a pris aussi comme décision au-delà de ne pas nous séparer des employés à grande échelle, montre ces résultats et était la bonne décision pour nous. Si on regarde un autre thème qui est un peu plus préoccupant quand même pour l'année passée, c'est les vols de nuit. Nous avons à peu près 5,68% des mouvements qui sont nocturnes, c'est-à-dire entre 22h et 6h le matin, mais avec à peu près 2 tiers entre 22h et 23h et 1 tiers entre 23h et 24h. Ceci représente, alors en chiffres, comment dire, normal, c'est moins qu'on a eu en 2019, mais je vous rappelle, on était à plus que moins 10% des mouvements. Si on prend le ratio, on a augmenté de à peu près 5% les mouvements après 22 heures en pourcentage entre 2019 et 2022. C'est quelque chose qu'on y travaille de nouveau pour réduire. Parce qu'on se rend quand même compte que à peu près 26%, la vaste majorité de ces augmentations sont vraiment dues au décollage en retard, où on a eu beaucoup plus. Ça, c'était vraiment dû à la désorganisation de l'espace aérien, comme j'ai dit, dû à l'absence d'aiguilleurs du ciel, des problèmes dans des aéroports. Et c'est pour ça aussi que nous attendons de pouvoir mettre en œuvre notre système de quotas qui permettra réellement de aussi montrer une politique beaucoup plus volontariste là-dessus, qui est en ce moment bloquée parce que le dossier que nous avons soumis et qui était adopté par l'Office fédéral d'aviation civile et le DTEC est en ce moment retenu par un recours. Mais on est déjà en train de travailler, on a déjà pris des premières actions pour réduire ceci de nouveau cette année et les résultats des premiers 3 mois ou des premiers 2 mois et demi montrent qu'on est sur la bonne voie aussi là. Mais comme j'ai dit, il faut admettre que l'année passée était plus difficile, mais c'était plus difficile pour tous les acteurs parce que, comme j'ai dit, la sortie de la crise a quand même amené pas mal de problèmes et on a été un peu un aéroport qui était impacté par les problèmes des autres.
Maintenant, je viens un peu sur la distribution des marchés par compagnie. Alors, EasyJet reste notre compagnie la plus importante. Elle a légèrement augmenté de à peu près 44,8% en 2019 à 49,56%. Suisse reste aussi clairement la deuxième compagnie avec 11,5%. Et après, nous avons un certain nombre de compagnies qui sont tous en dessous de 5% avec British Airways comme premier, suivi par Air France, Iberia, KLM, TAP Portugal et Turkish Airlines, où on peut quand même dire que Turkish Airlines a pris un très important ascenseur, surtout aussi à l'ouverture de nouveaux aéroports à Istanbul, qui a beaucoup augmenté la capacité de hub de Turkish Airlines, qui commence un peu à rentrer dans les marchés qui étaient plus occupés par les compagnies du Golfe. Si on regarde comment dire, les répartitions par alliance, alors on voit déjà que la vaste majorité des parts de marché est hors alliance, surtout avec un acteur EasyJet qui n'est dans aucune, mais l'alliance la plus grande, c'est Star Alliance avec presque 25%, suivi par OneWorld un peu en dessous de 10%, et SkyTeam avec 7, presque 8%. Voilà. Ça, c'est un peu les grands points pour les parts de marché. Je dirais, à part des légers flottements qui sont aussi dus un peu à la manière comment les différentes compagnies ont géré la sortie de la crise, on est quand même dans une répartition du marché très stable qui suit plus ou moins l'évolution de l'augmentation du trafic d'une manière assez équitable. Si on prend les destinations, les 20 plus grandes destinations, on se retrouve un peu pour je dirais pour les premiers deux dans l'état avant la crise. Vous vous souvenez bien que par exemple Londres, qui était toujours notre destination principale avec ses 4 aéroports, a été beaucoup plus bas, dû aussi aux restrictions très importantes liées au Covid. Londres retrouve de nouveau son niveau le plus élevé, suivi de Paris, qui était aussi l'année passée le numéro 2. Après, on a Amsterdam qui a perdu 2 places, qui est maintenant 5e. On a Lisbonne qui a gagné 3 places et Porto a gagné 1 place. On voit bien que le marché comment dire, portugais a été très fort. C'est aussi expliqué par une augmentation assez considérable, ce que nous appelons VFR, Visit Friends and Relatives, ou visiter la famille et les relatives, je sais pas, la famille large, qui a quand même pris beaucoup d'augmentation durant la crise, parce que quelque part on a tous découvert un peu que c'est quand même important de pouvoir voir la famille, et comme on a quelques diasporas très importants ici, vous pouvez vous imaginer que ça a un certain effet, comment dire, très important. Après, on a peut-être important aussi, c'est Madrid qui a gagné de 3 places, comparé avec 2019. Par contre, ceux qui ont perdu vraiment pas mal de places, c'est Barcelone et Francfort qui a perdu 2 places, et surtout Zurich qui a perdu 5 places, qui se retrouve maintenant à la 11e place, si je sais bien calculer. D'ailleurs aussi avec Istanbul qui est vraiment nouveau dans le top 10, et aussi Nice. Alors, vous voyez, on a une certaine réorganisation des marchés avec des nouveaux arrivés avec un hub comme Istanbul. On voit aussi que on a moins de liaisons avec Zurich, qui a quand même eu un impact de personnes qui volent à travers Zurich. Je vous rappelle juste qu'il n'y a qu'une minorité faible qui vole pour Zurich pour rester à Zurich. La vaste majorité utilise après le réseau de Suisse pour aller plus loin. Alors voilà, mais en général, on retrouve un peu l'organisation d'avant, à ces quelques exceptions près, d'avant la crise de 2019. On a eu beaucoup dans les derniers jours des discussions sur le remplacement ou la complémentarité entre le rail et l'avion. Là, je vous montre juste 2 analyses. Une, c'est toutes les destinations de long courrier qu'on a aujourd'hui. C'est essentiellement notre réseau intercontinental. D'ailleurs, depuis cette année, il y en aurait une qui s'ajoute, c'est Pékin.
c'est les Addis Abeba, les vols pour l'Amérique du Nord avec Newark, Washington, New York, JFK, où on aurait dès le 11 avril un deuxième vol, Montréal, et après l'Asie, d'abord avec les États du Golfe, Abu Dhabi, Doha et Dubaï, après avec 2 destinations en Arabie Saoudite, Jeddah et Riyad, et plus haut en Golfe, encore Koweït. Mais si on analyse un peu les destinations qu'on pourrait avoir de Genève, qui sont soit en moins de 2,5 heures en train, et là je parle vraiment de l'offre actuellement disponible, hein, je ne parle pas des possibles plans, ou alors 5 heures en train. Déjà on voit les 2,5 heures, il n'y en a aucune destination de Genève. On n'a aucun vol vers une destination, on pourrait atteindre la même destination en 2,5 heures. Si on prend 5 heures, on a finalement 3 destinations. On avait tout au début de l'année une autre destination qui était Milan-Linate, mais qui a été discontinuée et qui n'est plus volée. Alors on a essentiellement Zurich, on a Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Et quand on sait que essentiellement les vols pour Zurich et Paris-Charles de Gaulle sont en très grande majorité pour des vols allant plus loin, soit avec SkyTeam à Paris-Charles de Gaulle, soit avec Suisse à Zurich ou d'autres compagnies, on voit quand même que finalement, on en parlera de quelques 4% de nos passagers qu'on pourrait envisager de supprimer parce qu'on transférait tous sur le train. Alors, ceci juste pour un peu illustrer à quel point nous ne sommes pas du tout dans les destinations courte distance où finalement, et d'ailleurs on ne le favorise pas, ces vols, à part peut-être le vol pour Orly, sont vraiment des vols qui amènent à des hubs et qui sont dans un autre cadre, parce que si jamais vous interdirez ces vols, ce qui va se passer avec la plus grande probabilité, c'est que les gens vont voler par une autre hub et pas aller prendre le train pour aller après prendre l'avion à cette destination intermédiaire. Alors ça, juste pour aussi dire que Genève Aéroport est très conscient de maintenir un bon équilibre, et d'ailleurs on va le voir quand on parle un peu de la vision, avec cette politique de complémentarité et ne pas vouloir développer quoi que ce soit qui est dans des distances où finalement le train pour y aller dans cette destination fait beaucoup plus de sens de prendre. Mais il faut aussi constater que l'offre, alors juste pour prendre comme contre-exemple, si vous essayez de rejoindre Porto en train, vous allez vous rendre compte que c'est un voyage qui prend à peu près 24 heures. Et en plus, vous ne pouvez pas faire tout le voyage en train, il y a du bus au milieu. Alors, après, chacun est libre de ses choix. Mais je dirais, il faut quand même aussi garder en tête aussi une certaine manière de faciliter les voyages, surtout quand vous allez visiter votre famille. Voilà. Alors, si je résume un peu les faits marquants de 2022. Alors d'abord, on a retrouvé la quasi-totalité des liaisons intercontinentales. La seule exception était le vol pour Pékin, et qui a repris maintenant depuis quelques semaines. Et le point très très important, que je trouve presque le plus important, on a pu gérer cette forte reprise très importante d'une manière très efficace et en collaboration avec tous les acteurs de la plateforme. Et là, encore une fois, j'aimerais exprimer mes remerciements envers les différentes équipes et aussi la direction des opérations. Dans l'opérabilité, on a recommencé à rénover et transformer plusieurs commerces et restaurants. C'était un peu une difficulté, on aurait dû commencer ça la première année de la crise. On a tout suspendu pour ne pas augmenter la charge sur les commerces, mais on a pu le faire parce que c'était important. On avait un certain temps à prendre. Et finalement, l'autre point très important, c'est l'approbation du règlement d'exploitation après PSIA, et qui contient finalement toutes les actions qu'on veut prendre pour continuer de réduire notre impact oui. Malheureusement, il y a du recours qui fait que on doit attendre maintenant qu'est-ce que va décider le tribunal administratif fédéral avant qu'on peut les mettre en œuvre. C'est quelque chose qu'on peut que regretter, mais enfin, on essaiera de vivre avec. Dans les infrastructures, je dirais très important, on a maintenant la première année complète d'exploitation de l'Est. On a quand même eu presque 4,5 millions de passagers qui ont passé par l'Est. Ça montre aussi l'importance des vols hors Schengen. Et je dirais, à part quelques maladies d'enfance au début de l'année et quelques défis d'adaptation,
je dirais, c'est un franc succès. Les gens sont contents. C'est vraiment une infrastructure à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un aéroport comme Genève pour des vols intercontinentaux. Mais néanmoins, malgré la crise, malgré la réduction des investissements qu'on a quand même dû opérer, ben, on poursuit les investissements stratégiques avec le remplacement de nos tri-bagages et aussi la préparation de la première étape de la refonte du terminal principal, que je vous rappelle quand même est de 68, était prévu pour un chiffre de passagers beaucoup plus faible et atteint gentiment un âge très certain et très honorable, mais qui a besoin d'être remplacé pour éviter des problèmes dans le futur, surtout quand on sait que ce projet va avoir sa finalisation probablement en 32 ou 33. Alors on parle encore de 10 années d'attente. Sur le développement durable, comme je vous l'ai dit, on a pris le pari de ne pas arrêter nos mesures, même avec la crise. On a poursuivi notre politique environnementale engagée, comme j'ai dit. On a commencé, malgré la crise, inciter financièrement les compagnies de venir avec les avions dernière génération. Et vous avez vu, ça donne vraiment un résultat très bon. On a continué le déploiement de nos panneaux solaires. On a comme objectif d'avoir 55 000 m² en 2030. On a atteint maintenant, je crois, 23 000 ou quelque chose comme ça, avec l'addition des presque 7 000 m² du LEST. On continue avec l'électrification. Aujourd'hui, 30% des véhicules sur le tarmac sont électrifiés et on veut atteindre 90% en 2030. Et finalement, on a pu commencer cette année, et vous l'avez vu dans le film, le chantier du Génilac qui nous permettra de totalement décarboner tout ce qui est chauffage et refroidissement du site et de passer vers un monde beaucoup plus adapté aux défis climatiques. Et ça, c'est quelque chose où on a commencé les travaux pour la centrale et qui devrait nous permettre de commencer le déploiement définitif entre 2026-27. Alors, vous voyez, on a vraiment une année de nouveau plein d'actions. Je dirais, même déjà avant la crise, mais durant la crise et maintenant, on n'a pas chômé. Mais je dois dire, on a su garder le cap et, comme j'ai dit, d'entamer maintenant le désendettement, c'est-à-dire quelque part d'effacer les traces qu'a laissé la crise Covid. Et je dirais, on est sur bonne voie pour finir tous ces travaux pour 2028, comme j'ai dit. Alors, si je résume un peu la vision et en me basant un peu sur ce qu'a aussi dit notre président, on est un centre de mobilité pour la population, les acteurs économiques et la Genève internationale. D'ailleurs, on n'en a pas spécifiquement parlé, mais on est gentiment en train de retrouver aussi le trafic de la Genève internationale qu'on a eu avant la crise. Et on voit bien le besoin de venir à Genève pour différentes raisons, pour justement faire avancer l'agenda multilatéral ici à Genève. On veut vraiment développer une pérennité avec des infrastructures adaptées aux évolutions sociétales et technologiques. Le terme pérennité est très important. Nous sommes un aéroport qui a fêté en 2020, ou en tout cas tenté de fêter les 100 ans. Alors nous disposons d'un parc infrastructurel assez important avec un âge non négligeable. Et une des préoccupations des années à venir, à côté du désendettement, c'est justement de maintenir notre vitesse de rénovation et mise à norme au niveau de ces infrastructures. Et finalement, nous voulons continuer dans notre exemplarité dans les domaines du développement durable, de l'innovation, et nous voulons rester et continuer d'être un employeur attractif et responsable. Et je dirais, on a déjà fait une première preuve durant la crise en prenant le pari de ne pas licencier du monde, même quand la pression financière était très importante, parce qu'en finalité, un aéroport sans son personnel, ce n'est pas un aéroport. C'est beaucoup de bâtiments qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, les perspectives. Alors, comme j'ai dit, nous voulons continuer de nous développer durablement. Nous allons poursuivre notre programme d'incitation financière pour des avions de dernière génération. Notre objectif, c'est quand même de continuer d'augmenter le taux de ces mouvements. Nous allons augmenter les logements insonorisés pour atteindre 7 000 logements insonorisés en 2028. Aujourd'hui, nous avons déjà fait 4 000. Nous allons atteindre 55 000 m² de panneaux photovoltaïques à l'horizon de 2030. Comme j'ai dit, nous sommes en train de nous raccorder à Génilac pour une mise en service en 2026. Nous continuons d'améliorer l'enveloppe thermique des bâtiments et nous travaillons aussi sur la végétalisation
des toitures. D'ailleurs, je vous invite tous à voir le dossier sur le BLC où nous allons vraiment faire un effort assez considérable là-dessus. Aussi pour éviter qu'avec le tarmac à côté, dans les étés qui ont tendance de devenir de plus en plus chauds, on ait un pôle de chaleur trop important. Comme j'ai dit, nous avons l'objectif d'avoir 90% des véhicules électriques sur le tarmac pour l'ensemble des sociétés présentes sur la plateforme. Et ceci a déjà commencé aujourd'hui. Si vous voulez recevoir le permis de conduire un véhicule ou d'avoir un véhicule sur le tarmac dès maintenant, vous devez l'avoir en électrique, sauf vraiment, c'est totalement impossible. Et finalement, nous continuons de travailler à notre objectif, qui reste le même depuis un certain nombre d'années maintenant, d'atteindre zéro émission nette pour Genève Aéroport en 2037, et j'ajouterai l'engagement de l'industrie tout à fait en ligne avec les objectifs de Paris, c'est de décarboner pour 2050. Peut-être le dernier point, juste un petit résumé sur les vols en saison d'été. Comme j'ai dit, pour le long courrier, nous allons l'arrivée le 11 en avril du vol sur JFK avec Delta. C'est une vraie nouveauté. Et comme j'ai dit déjà, on a le retour d'Air China, ceci aussi dû au arrêt des mesures très très restrictives contre le Covid en Chine. Nous avons aussi depuis maintenant quelques mois 4 rotations par semaine pour Ethiopian. Et si je regarde un peu, et aussi, dernier point, on a, en tout cas sur l'été, le retour de Gulf Air avec, je crois, 2 fois par semaine, une desserte via Milan pour Bahreïn qui revient. Après, si je regarde un peu sur les vols d'été pour l'Europe, on a des nouveaux vols, un nouveau vol en direction de la Corogne. On a la reprise des vols pour Venise et pour Hambourg. D'ailleurs, le vol de Hambourg a commencé ce week-end. Et après, on a un certain nombre de reprises aussi dans d'autres domaines, comme l'Islande avec Icelandair, Malte avec Air Malta et EasyJet, et aussi des vols vers les îles des Açores et Madère dans l'océan Atlantique. On voit quand même qu'on a une très bonne offre qui va desservir à peu près 70 destinations, et on a quand même une nombre augmentant, pas seulement des avions sur le site, mais aussi des avions venant en 321 Neo, et aussi le développement de la flotte des A220 de Suisse avec 40 destinations pour l'été à venir. Alors vous voyez bien qu'on a un réseau très fourni, et on se rapproche gentiment du niveau du réseau qu'on a eu en 2019, avec quand même des vraies avancées aussi sur le réseau de nouveau intercontinental, en retrouvant le niveau de réseau intercontinental de 2019 et maintenant, en commençant par l'augmentation d'autres destinations comme le vol de Delta. Voilà, ça c'était un peu ce que j'avais à partager sur l'année. Et on peut maintenant passer aux questions.